Voici Emma et Olivia. Ce sont des jumelles monozygotes, ce qui signifie qu'elles partagent la même information génétique. À leur naissance, leur maman avait du mal à les distinguer l'une de l'autre. Elles avaient la même couleur d'yeux, la même taille, les mêmes cheveux. 10 ans plus tard, on commence à les différencier plus facilement. Emma est un peu plus grande qu'Olivia et elle aime les mathématiques. Olivia, quant à elle, a une voix légèrement plus grave et peut passer des heures à danser. À l'âge de 20 ans, les deux jeunes femmes se ressemblent toujours beaucoup, mais elles ont les personnalités complètement différentes. Emma est fumeuse et préfère passer son temps à la maison avec un livre. Olivia, au contraire, aime bouger. Elle suit des cours de yoga et fait du vélo de montagne les fins de semaine. Encore 30 ans plus tard, on n'a plus de difficulté à les distinguer l'une de l'autre. Emma a développé une arthrite rhumatoïde, une maladie chronique qui cause une inflammation et douleur dans les articulations. Olivia, elle, n'en a pas, mais elle a plus de cheveux gris et plus de taches solaires que sa sœur. Comment est-ce possible, alors qu'elles partagent exactement le même patrimoine génétique? Y a-t-il un niveau supérieur à la génétique? Notre ADN, c'est comme un livre de recettes, chaque gène étant une instruction pour fabriquer une ou plusieurs protéines. Au tout début, Emma et Olivia ont reçu chacune une copie du même livre d'instructions. Leurs livres sont identiques, mais elles peuvent y ajouter des post-it, barrer ou surligner certains passages ou annoter les marges. Peu à peu, les pages utilisées, les notes ajoutées et les passages ignorés diffèrent. Ce sont toujours les mêmes recettes, mais elles ne sont plus interprétées de la même manière. Il existe en effet un niveau de régulation supérieur à la génétique, l'épigénétique. Si l'ADN est un livre de recettes, alors l'épigénétique, ce sont ces éléments extérieurs ajoutés au texte, les surlignages, les post-it, les commentaires en marge. Ces marques apparaissent au cours de la vie d'un individu en réponse à son environnement, à son alimentation et à ses expériences. L'épigénétique n'explique pas toutes les différences entre Emma et Olivia, mais elle en éclaire plusieurs. Un corps adulte contient des milliards de cellules. Si on essayait de les compter une par une, à raison d'une cellule par seconde, il nous faudrait près d'1 million d'années pour y arriver. Et pourtant, toutes ces cellules viennent d'une seule et même cellule, le zygote, formé par la fusion de l'ovule de maman et du spermatozoïde de papa. Comme elles viennent toutes de ce zygote, chaque cellule de notre corps possède exactement le même ADN, que ce soit les cellules de la peau, du cerveau, des reins ou des muscles. Elles partagent toute la même information génétique. On pourrait même dire qu'elles sont les jumelles identiques. Et pourtant, elles sont très différentes les unes des autres, et chacune a un rôle bien précis à jouer. Mais alors, comment les cellules savent-elles à quel type elles appartiennent, et pourquoi ne remplissent-elles que les fonctions propres à ce type-là? La réponse, l'épigénétique. Les marques épigénétiques sont de petites molécules qui se fixent sur l'ADN ou sur les protéines qui l'entourent et qui permettent d'activer ou de bloquer certains gènes sans modifier la séquence du code génétique lui-même. Prenons un exemple. Toutes les cellules de notre corps possèdent les gènes responsables de la production d'acide gastrique, une substance essentielle à la digestion. Les cellules de l'estomac utilisent ces gènes régulièrement. Mais imaginez si, un jour, les cellules de notre peau se mettaient à en produire elles aussi. Avec un pH aussi bas, l'acide gastrique pourrait littéralement brûler notre peau. Heureusement, cela n'arrive pas, car dans les cellules de la peau, les gènes responsables de cette production sont désactivés grâce aux marques épigénétiques. Lorsque les cellules acquièrent une fonction spécifique, un processus qu'on appelle la différenciation cellulaire, elles reçoivent un profil épigénétique propre à leur type, qui leur dicte quels gènes doivent s'exprimer et lesquels doivent rester silencieux à jamais. Mais le contrôle épigénétique n'est pas toujours tout ou rien. Il agit souvent comme un bouton de volume. Il peut amplifier ou diminuer l'activité des gènes, rendant la régulation beaucoup plus précise. Ce qui soulève la question,
Qui contrôle ce volume? Le code génétique, c'est la séquence inscrite dans notre ADN. Mis à part quelques mutations qui peuvent survenir au cours de la vie, ce code reste relativement stable. Mais à la différence du code génétique, le code épigénétique, lui, est flexible. Les modifications épigénétiques sont même, dans certains cas, réversibles. Alors, qu'est-ce qui peut modifier ce code épigénétique? En partie, c'est notre mode de vie. Ce qu'on mange, notre niveau de stress, notre activité physique et plus largement, tout notre environnement. Voici quelques exemples. Quand Emma et Olivia étaient petites, leur maman leur disait « Seules les princesses qui mangent bien peuvent devenir des reines ». La maman des jumelles avait-elle raison? Sans doute, car ce qu'on mange peut avoir un effet important sur notre santé et parfois même sur notre identité. Prenez les abeilles. Dans une ruche, toutes les abeilles femelles, qu'elles deviennent reines ou ouvrières, ont exactement le même ADN. En ce sens, elles sont comme des jumelles identiques. Les larves destinées à devenir ouvrières reçoivent ce qu'on appelle la gelée ouvrière, un mélange de pollen, de miel et de nectar. Quant à la future reine, elle reçoit une alimentation spéciale appelée la gelée royale, et ce, en grande quantité jusqu'à l'âge adulte. Sous l'effet de cette alimentation, certains gènes sont activés, d'autres sont éteints, ce qui fait en sorte que cette larve devient une reine avec plus grande longévité et capable de pondre des bébés, tandis que les autres deviennent des ouvrières infertiles et à courte espérance de vie. Chez les abeilles, ce n'est donc pas l'ADN qui fait la reine, c'est la diète. Et tout cela grâce à l'épigénétique. L'alimentation n'est pas le seul facteur. Le stress peut également laisser une empreinte épigénétique. Une expérience menée chez la souris l'a démontré clairement. Pour reproduire un stress chronique similaire à celui vécu par de nombreuses personnes au quotidien, les chercheurs ont ajouté l'hormone de stress dans son eau de boisson pendant quelques semaines. Le résultat? Le stress chronique a rendu les souris plus anxieuses, en modifiant les marques épigénétiques de plusieurs gènes de réponse au stress dans le cerveau. Un effet similaire a été observé chez l'humain. Les adultes ayant subi de la violence physique ou psychologique durant leur enfance présentent souvent des niveaux plus élevés d'hormones de stress, comme si leur organisme avait été reprogrammé pour rester en état d'alerte longtemps après la disparition de la menace. La vinclozoline, c'était un produit qu'on utilisait souvent dans les vignobles. Ce fongicide servait à empêcher les moisissures d'abîmer les récoltes. Mais une fois dans le corps humain, la vinclozoline peut poser problème. Elle se lie aux récepteurs des androgènes, ces hormones comme la testostérone qui jouent un rôle important dans la fertilité masculine. Chez les rats mâles exposés à la vinclozoline pendant leur développement fœtal, les chercheurs ont observé une baisse de fertilité. Ce n'est pas étonnant, puisque cette substance dérègle le système hormonal. Mais ce qui est vraiment fascinant, c'est que les fils et même les petits-fils de ces rats, qui, eux, n'ont jamais été exposés à la vinclozoline, présentent aussi des problèmes de fertilité. Encore une fois, c'est l'épigénétique qui entre en jeu. Elle permet à des effets causés par l'environnement d'être transmis à la génération suivante, même si cette génération n'a jamais été en contact direct avec la substance. Les effets de la vinclozoline sur la fertilité des générations futures chez les rats sont un bon exemple des effets transgénérationnels liés à l'épigénétique. Des expériences vécues par la mère ou le père, comme le stress, l'exposition à des substances toxiques ou l'alimentation, peuvent influencer la santé et le développement de leurs enfants ou même de leurs petits-enfants. Ce phénomène a aussi été observé chez l'humain. Quand une femme a une alimentation insuffisante en début de grossesse, mais accède ensuite à une alimentation adéquate, sa fille naît souvent avec un poids normal. Cependant, cette fille reste plus sensible aux aliments riches en calories et, devenue mère, tend à donner naissance à une fille avec un surplus de poids.
il semble que le manque de nutriments en début de grossesse puisse reprogrammer l'organisme pour favoriser une accumulation maximale d'énergie chez la génération suivante, au cas où elle se retrouverait elle aussi en situation de précarité. Étonnamment, l'obésité chez la mère peut avoir des effets semblables à ceux de la famine. Quand il manque de nourriture, le corps libère plus d'acides gras dans le sang, puisant dans ses réserves. La même chose se produit aussi quand la mère mange en excès. Ce signal peut tromper l'organisme du bébé à naître, comme s'il manquait de nourriture, et le pousser à programmer son corps pour stocker davantage d'énergie. Résultat, l'enfant risque plus tard de développer de l'obésité, même s'il suit une alimentation normale. Pendant longtemps, on pensait que notre code génétique détermine non seulement notre santé, mais aussi la santé de nos descendants. Ceci est toujours vrai, car sans notre livre de recettes, on ne pourrait pas construire un organisme vivant. Cependant, les décennies d'observation nous montrent qu'il existe un niveau de régulation supérieur, le code épigénétique. Même si on débute notre vie avec une copie de livre de recettes hérité de nos parents, on peut y ajouter nos remarques et parfois même transmettre ces remarques à nos enfants. Bien qu'elles soient des jumelles identiques, les personnalités de Emma et d'Olivia ne sont pas les mêmes. Ce genre de différence a d'ailleurs été bien documenté dans une étude menée auprès de plus de 100 000 participants, qui a montré que seulement 40% de notre personnalité est déterminée par nos gènes et que les 60% restants dépendent de notre environnement. Comme l'environnement d'Emma et Olivia est devenu de plus en plus différent avec le temps, leurs personnalités ont aussi fini par s'éloigner. Leur alimentation a joué certainement un rôle. Emma et Olivia avaient une diète similaire durant leur enfance, mais lorsqu'elles ont grandi et commencé à vivre séparément, leur alimentation n'était plus la même. Les effets de la diète chez les humains ne sont pas si drastiques comme chez les larves des abeilles, mais au cours de vie, les petits changements épigénétiques s'accumulent, faisant en sorte que le code épigénétique des jumelles devient de plus en plus différent. Le tabagisme est un autre facteur qui peut modifier notre code épigénétique, provoquer des maladies chroniques et même influencer la façon dont notre corps réagit aux médicaments. Il est donc possible que le tabac, combiné à d'autres éléments de son environnement, ait contribué au déclenchement de l'arthrite rhumatoïde chez Emma. Les expositions à des polluants présents dans l'environnement, le mode de vie, le stress de vie de tous les jours ont apporté leur correction dans le code épigénétique de deux jumelles, ce qui explique en partie leur différence. L'épigénétique, c'est un domaine en pleine expansion et on commence tout juste à en découvrir les lois. Partout dans le monde, des chercheurs essaient de mieux saisir comment notre environnement, notre alimentation ou même notre stress peuvent influencer nos gènes sans les changer. Ce qu'on découvre, c'est que nos choix de vie peuvent laisser des petites marques dans notre corps et que ces marques peuvent parfois même se transmettre à nos enfants. C'est fascinant. Et ça ouvre plein de possibilités pour mieux prévenir certaines maladies et prendre soin de notre santé. Aujourd'hui et pour les générations futures.